Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Étienne de la Boétie. La Boétie est un homme de lettres français du XVIe siècle. Il appartient au mouvement de l'humanisme et il est principalement connu pour un texte dont vous connaissez probablement le titre, qui s'intitule « Le discours de la servitude volontaire », un texte écrit aux alentours de 1546 et publié une trentaine d'années plus tard. Et ce qu'il faut noter, c'est que la Boétie n'avait pas plus de 18 ans lorsqu'il a écrit ce texte, ce qui témoigne de la précocité de cet auteur et de sa grande maturité intellectuelle. D'ailleurs, certains commentateurs n'ont pas hésité à définir la Boétie comme un Rimbaud de la pensée. Vous savez que Rimbaud a écrit son œuvre poétique entre 16 et 18 ans, et qu'il est mort très jeune, à 37 ans. La Boétie, quant à lui, étant mort à 32 ans. Il se trouve que c'est ce discours de la servitude volontaire qui a déclenché la célèbre amitié entre la Boétie et Montaigne, puisqu'après avoir lu ce texte, Montaigne voulut rencontrer son auteur, et il est vrai que Montaigne et la Boétie partageaient une clairvoyance, une subtilité et une finesse d'analyse qui ne pouvaient que les réunir. Et donc, le discours de la servitude volontaire fut la seule véritable œuvre écrite de la Boétie, et il s'agit d'un ouvrage qui a particulièrement marqué les esprits, un ouvrage extrêmement bref, qui se lit en à peine 1 heure, et qui constitue un réquisitoire contre le pouvoir absolu. C'est un texte d'une grande radicalité qui n'a rien à envier au texte anarchiste du XIXe siècle. Et même si au XVIe siècle, l'anarchisme à proprement parler n'existe pas, on peut voir dans le discours de la servitude volontaire une forme de proto-anarchisme dont les courants libertaires modernes se sont grandement inspirés. Seulement voilà, la grande différence entre la vision de la Boétie et la vision des anarchistes modernes, c'est que, selon la Boétie, si le peuple est dominé, c'est parce qu'il accepte d'être dominé. Pour la Boétie, la servitude des opprimés est une servitude consentie. En d'autres termes, les opprimés sont tout autant, voire davantage responsables de leur situation que les oppresseurs. Et donc le grand contresens à ne surtout pas commettre à propos de ce texte, ce serait de croire qu'il pourrait se résumer à une dénonciation de la tyrannie. Mais en résumant le discours de la servitude volontaire à une dénonciation de la tyrannie, on passe à côté du message véritable de ce texte. On passe à côté de son sens profond. Car la particularité de la Boétie, c'est qu'il critique la tyrannie non pas du point de vue du tyran, non pas du point de vue de celui qui exerce la tyrannie, mais du point de vue de ceux qui la subissent, du point de vue du peuple. Et vous allez voir dans cet audio à quel point cet élément a son importance. Pour comprendre la particularité de la thèse de la Boétie, il est nécessaire de partir de la croyance collective qui circule, notamment dans les milieux dits contestataires, à propos de la domination politique. Cette idée consiste à dire que défendre la cause des opprimés impliquerait automatiquement de faire porter notre discours sur le pouvoir. Défendre la cause des opprimés, ce serait dénoncer les oppresseurs. Et c'est ainsi que s'est constituée au fil du temps une véritable tradition de la critique. Une tradition de la critique guidée par une stratégie de dénonciation des puissants. Dénonciation des puissants, de leurs privilèges, de leur mépris à l'égard des catégories populaires, si bien qu'on a intériorisé l'idée que le problème à l'origine de tous nos maux, c'était nos dirigeants. Le paradigme contestataire, c'est la vision du monde dans laquelle on impute aux dirigeants politiques la responsabilité de l'asservissement des catégories populaires. Et là, je suis certain que beaucoup d'entre vous, en entendant ces mots, vont se dire « Bah oui, c'est normal. S'il y a des dominés, c'est parce qu'il y a des dominants. Et si les dominés souffrent de leur situation de domination, la faute en revient aux dominants. À qui d'autre ? » Eh bien, si vous pensez ça, sachez qu'il s'agit là d'un point de désaccord fondamental avec la thèse de la Boétie. Pour la Boétie, les responsables de la domination ne sont pas les dominants. Les responsables de la domination, ce sont les dominés. En d'autres termes, le problème de la domination, c'est nous. Alors voilà une allégation qui ne fait pas du tout plaisir à entendre. Et qui fait d'autant moins plaisir à entendre que nous sommes conditionnés à ne pas vouloir l'entendre. Nous ne sommes pas conditionnés à vouloir entendre
que la responsabilité de la domination revient au dominé. Nous sommes au contraire conditionnés à penser que si nous sommes dominés, c'est de la faute du dominant. Et que s'auto-attribuer la responsabilité de notre domination, c'est ajouter l'injure à l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle le discours de la servitude volontaire est un texte choc. Un texte radical, au sens étymologique, radical signifiant qui prend les choses à la racine. Et la racine, c'est ce qui est enfoui dans les profondeurs. Or, il est enfoui dans les profondeurs de notre esprit une croyance indéracinable dans la responsabilité des dirigeants de la domination des opprimés. Ce qu'accomplit la Boétie dans son discours, ce n'est rien moins que le déracinement de cette croyance originelle. Et donc, si on veut comprendre la démarche de la Boétie, il faut comprendre que, contrairement à la plupart des porte-paroles des opprimés, la Boétie ne cherche pas un objet de complainte. Il ne cherche pas un coupable extérieur. Parce que reprocher à l'oppresseur d'être un oppresseur, ça ne fait pas avancer la cause des opprimés. Et parce qu'il ne dépend pas de nous que le pouvoir veuille nous opprimer. Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ou non d'être des opprimés. Et là, on retrouve en filigrane le précepte des stoïciens. Le précepte qui nous recommande de nous soucier uniquement de ce qui dépend de nous et de ne pas nous soucier de ce qui ne dépend pas de nous. Or, il ne dépend pas de nous que le pouvoir veuille nous opprimer. En revanche, il dépend entièrement de nous laisser opprimer. Alors oui, c'est très confortable d'avoir un coupable à désigner. Ça permet de se décharger de la responsabilité de la situation qu'on subit. Mais la question est-ce que c'est rendre service au peuple que de lui faire croire qu'il n'a aucune influence dans la situation qu'il subit? Est-ce que c'est rendre service au peuple que de continuer à pointer un responsable du doigt, alors même que cette condamnation n'aura aucun effet sur la situation objective du peuple? Désigner le pouvoir comme coupable de la servitude du peuple, ce n'est ni rendre service au peuple, ni lui rendre hommage. Car alors, c'est nier aux individus leur pouvoir d'autodétermination. C'est considérer les individus comme des êtres sans puissance et sans volonté. Et c'est là que se trouve la véritable injure. L'injure de l'infantilisation. L'injure de la déresponsabilisation. De la déshumanisation. Il y a donc un point de rupture absolument fondamental entre le proto-anarchisme de la Boétie et le pseudo-anarchisme démagogue et victimaire. Celui qui ôte au sujet dominé toute capacité d'autodétermination. Et qui préfère dénoncer le bafouement des droits qu'inciter à la prise en charge de soi. Parce que la Boétie n'est pas là pour dire aux méchants qu'ils sont méchants. Il est là pour dire aux victimes des méchants qu'ils ne sont pas des victimes. Que s'ils sont des victimes, c'est parce qu'ils le veulent bien. Et qu'aussi longtemps qu'ils se poseront en victimes, ils resteront des victimes. Aussi longtemps qu'ils se poseront en victimes, ils repousseront le moment de s'affranchir de leurs conditions de dominés. Parce que dénoncer, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça apporte dans les faits? À part l'autosatisfaction de se dire qu'on fait partie des opprimés, à part le confort de la bonne conscience couchée en position fétale, quelle amélioration obtient-on dans la pratique? La réponse est simple. Aucune. Et c'est là toute la quintessence du discours de la servitude volontaire, la responsabilisation. La responsabilisation des opprimés plutôt que la culpabilisation des oppresseurs. Parce qu'on aura beau retourner le problème dans tous les sens, aussi longtemps qu'on attendra des oppresseurs qu'ils cessent d'être des oppresseurs, on restera des opprimés. L'oppresseur n'est pas oppresseur par accident. Il n'est pas oppresseur involontairement. Il est oppresseur parce qu'il veut l'être. Et donc toutes les tentatives pour faire prendre conscience à l'oppresseur que ce qu'il fait est injuste n'auront aucune conséquence sinon de lui confirmer que les opprimés ne cherchent pas à se libérer. La seule conséquence de la dénonciation de l'oppresseur, c'est la confirmation du pouvoir de l'oppresseur. Et vouloir culpabiliser l'oppresseur d'être un oppresseur, c'est lui envoyer un message très clair. C'est lui dire qu'il a gagné. La réalité, selon la Boétie, c'est que si nous sommes dans un état de servitude, c'est parce que nous consentons à l'être. Si nous sommes esclaves, c'est parce que nous voulons être esclaves.
Vouloir être esclave, ça ne veut pas forcément dire le vouloir consciemment. On peut vouloir quelque chose sans admettre qu'on le veut, sans l'assumer. Et de fait, vous trouverez assez peu de personnes pour vous dire qu'elles sont heureuses de vivre dans la servitude. L'expression de servitude volontaire sonne évidemment comme un oxymore. Et pour bien comprendre le propos de la Boétie, il est indispensable de préciser ce qu'est la servitude volontaire et ce qu'elle n'est pas. La notion de servitude volontaire ne renvoie pas à la psychologie du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm correspondant à l'attachement de la victime à son oppresseur, plus précisément à la sympathie consciente de l'otage pour son geôlier. La servitude volontaire dont parle la Boétie, ce n'est pas le désir de servitude. Mais, à bien y songer, c'est peut-être quelque chose d'encore plus grave. La servitude volontaire, c'est l'abandon de sa liberté en échange d'un confort psychologique. La servitude volontaire, c'est trouver un intérêt à se soumettre. Et il y a plusieurs intérêts à se soumettre au pouvoir. Le premier intérêt, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intérêt pratique, et que la Boétie appelle l'habitude. Pour la Boétie, la première cause de la servitude, c'est l'habitude. C'est parce que nous sommes éduqués à l'obéissance que la servitude est devenue pour nous une sorte de seconde nature. Autrement dit, c'est la dimension culturelle de l'être humain qui lui a fait accepter la servitude comme une condition normale d'existence. L'acceptation de la servitude n'est pas liée à un tempérament naturel des hommes. La Boétie explique bien que le tempérament naturel des hommes les porte à la liberté, mais parce que nous sommes des êtres culturels, parce que nous sommes des êtres qui superposent à leur nature originelle une seconde nature, nous acceptons que notre liberté soit bridée dès lors que nous y sommes habitués depuis l'enfance. Et en expliquant la servitude par l'habitude, la Boétie va à l'encontre de l'hypothèse généralement avancée pour expliquer la soumission des hommes à l'autorité, à savoir la peur. Pour la Boétie, la peur n'est pas l'origine de la servitude. La peur serait un motif suffisant pour obéir si les dirigeants étaient nombreux et lourdement armés. Ce qui est d'ailleurs le cas dans les dictatures militaires, dans lesquelles l'obéissance est bel et bien obtenue par la peur. Mais quand le souverain est seul, tandis que le peuple est constitué de millions d'individus, l'explication par la peur ne suffit plus. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait un moteur interne de la servitude. Il faut que la servitude soit consentie. Et l'habitude a ce pouvoir de nous faire accepter ce que nous n'accepterions pas naturellement. L'habitude a le pouvoir, nous dit la Boétie, de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer. En d'autres termes, c'est la capacité d'adaptation de l'homme qui le rend enclin à accepter sa servitude. Mais il faut évidemment préciser que si l'habitude est la cause de la servitude, elle n'en devient en aucun cas une excuse. Comme il l'écrit, les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Ce n'est pas parce que l'on a été habitué depuis l'enfance à obéir que l'obéissance devient une vertu. Ce n'est pas parce que l'on s'est habitué à ce que notre liberté soit bridée que l'on a raison de laisser notre liberté être bridée. Le deuxième intérêt à la soumission au pouvoir, c'est celui que j'évoquais précédemment, à savoir l'intérêt psychologique. Autrement dit, le confort intellectuel de pouvoir se positionner en victime de l'oppression, et ainsi d'avoir à sa disposition un coupable à désigner. Avoir un coupable à désigner, c'est ne plus porter le poids de la responsabilité de notre condition. C'est avoir entre les mains un joker de libération mentale. Parce qu'avoir un coupable à désigner nous dispense d'avoir à sortir de notre condition de victime. Et on peut alors convertir notre passivité pratique en gratification symbolique. Puisqu'être victime, c'est se rendre disponible à l'attention et à la compassion d'autrui. Se positionner en victime, c'est se dispenser d'avoir à mettre en œuvre des solutions pour sortir de sa condition de victime. Et on peut construire un barrage anti-solution autour de soi pour se garantir le maintien dans notre situation de victime. Comme on peut se plaindre de ce qu'on subit, non pas pour trouver le moyen de ne plus le subir, mais pour le soulagement que procure le fait de le faire savoir. Pointer la culpabilité sur les oppresseurs de notre liberté, c'est admettre que notre liberté dépend du bon vouloir de notre oppresseur. C'est donc reconnaître la supériorité de notre oppresseur sur nous. C'est donc valider le rapport de domination dont on est la victime. Et sur le plan psychologique,
le sentiment de bonne conscience que produit la soumission à l'oppresseur peut conduire à vouloir que ce rapport de domination perdure. Et alors, l'intérêt psychologique peut se prolonger en un troisième intérêt, à savoir l'intérêt intellectuel, voire philosophique, et qui consiste dans la délimitation du monde en deux catégories, les gentils et les méchants, les bons et les mauvais, les faibles et les forts. Or, dans l'imaginaire collectif, appartenir au camp des faibles, c'est appartenir au camp des gentils. La littérature romanesque et le cinéma sont structurés par cette ligne médiatrice, cette vision dichotomique entre les forces du bien et les forces du mal. Et vous remarquerez qu'en général, la force est du côté des méchants. Et les gentils doivent souvent s'unir ou faire preuve de ruse pour triompher des forces du mal. Même si, dans les faits, il n'y a qu'au cinéma que les gentils gagnent à la fin. Ainsi, la force est vue comme l'attribut des méchants. La force est vue comme quelque chose qu'il faut condamner. Et c'est d'ailleurs ça qui conditionne notre conception de la domination politique. Les forts sont les méchants justement parce qu'ils sont les forts. Et les faibles sont les gentils justement parce qu'ils sont les faibles. Le faible, c'est celui qu'il faut défendre. C'est celui qu'il faut protéger. C'est celui pour lequel il faut avoir de la compassion. Mais sauf que le pouvoir n'a aucune compassion pour les faibles. Et donc à aucun moment on ne rend service au faible en le maintenant dans sa faiblesse. À aucun moment on aide le faible à relever la tête face au fort en lui disant que la force c'est mal. Au contraire, on entérine sa servitude. Parce que si la domination est le résultat d'un rapport de force entre un fort et un faible, justifier la faiblesse, c'est se faire le complice du fort. Et quand on demande au pouvoir de faire preuve de compassion à notre égard, on lui demande de ne plus être le pouvoir. Il n'y a qu'un faible pour croire qu'un fort est sensible à la faiblesse. La domination politique n'est pas un rapport de compassion, la domination politique est un rapport de force. Alors là, certains d'entre vous diront peut-être « D'accord, mais à l'époque de la Boétie, on était en monarchie. Or, aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, nous sommes beaucoup plus libres qu'en monarchie. » Sauf que c'est mal connaître les principes de la domination, et notamment les modalités psychologiques du consentement au pouvoir. Les modalités psychologiques du consentement au pouvoir, ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État pour substituer à la liberté réelle ce qui n'est que le sentiment de la liberté. Or, la liberté n'est pas un sentiment. Si on donne à un esclave un psychotrope qui lui fait éprouver un sentiment de liberté, l'esclave n'en devient pas libre dans les faits. La liberté, ce n'est pas un sentiment subjectif, c'est une réalité objective. C'est d'ailleurs sur ce point que portait la critique virulente de Marx à l'égard des droits de l'homme, puisque Marx considérait que les droits de l'homme n'étaient que des droits formels, et non pas des droits réels. Vous pouvez avoir tous les droits du monde, si vous n'avez pas les moyens matériels de satisfaire vos droits n'ont aucune réalité. Vous pouvez avoir le droit d'être propriétaire de votre maison, mais si vous n'avez pas les moyens matériels d'acheter votre maison, ce droit n'est qu'une abstraction. De la même façon, la liberté n'est pas la capacité virtuelle à pouvoir faire ce que l'on veut. La liberté, c'est la capacité réelle, effective, de pouvoir réaliser sa volonté. Encore faut-il que notre volonté ne soit pas aliénée. Et justement, en parlant de volonté aliénée, la stratégie de consentement au pouvoir dont parle la Boétie, c'est la stratégie qu'utilisaient déjà les empereurs romains. Et cette stratégie, vous la connaissez parce qu'on en a déjà parlé, c'est le divertissement. Le divertissement, ça regroupe l'ensemble des moyens par lesquels on procure aux individus un plaisir éphémère qui va détourner leur attention de leur situation objective. Quand on va voir un match de foot, on ne se pose pas la question de la domination politique. Quand on est sous l'emprise d'une drogue, ou quand on fait du shopping, ou quand on regarde un film porno, on ne se pose pas la question de la domination politique. Et la Boétie montre bien que cette stratégie a un double intérêt, car en plus de détourner l'attention du peuple de sa servitude, elle induit ce qu'il appelle un amollissement de la volonté. L'accoutumance au divertissement nous fait perdre le goût de notre liberté. Et donc cette stratégie d'amollissement de la volonté par le divertissement montre bien que le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la force. Car lorsqu'il s'exerce par la force, le pouvoir devient visible. Et alors, à ce moment-là,
Il ouvre la voie à la possibilité de l'insurrection. Le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la force, il s'exerce d'abord par la ruse. Et le divertissement, c'est la ruse du pouvoir pour produire un amollissement de la volonté et un abrutissement de l'esprit. Et ce faisant, on rend les individus consentants et donc acteurs de leur soumission. Un peuple diverti est un peuple consentant. Un peuple qui s'abandonne à ses plaisirs est un peuple qui ne demande qu'une seule chose: davantage de plaisir, davantage de soumission au divertissement. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la piper, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plutôt à l'hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Ces choses merveilleuses qu'ils se laissent aller si promptement, pour peu qu'on les chatouille. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits-enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Alors, on pourrait décrire pendant des heures la manière dont fonctionne la mécanique du consentement au pouvoir. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire parce qu'alors, on tomberait dans l'écueil que signale implicitement la Boétie dans son discours, à savoir l'écueil de la dénonciation. Pour la Boétie, il ne s'agit pas de condamner la servitude, il s'agit d'en sortir. Et pour lui, le seul moyen de sortir de la servitude, la seule et unique façon de devenir des êtres libres, c'est de cesser d'obéir. Alors vous allez me dire, la belle affaire, c'est un peu évident. Oui, pour être libre, il faut cesser d'obéir. Oui, mais sauf qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Être libre, c'est cesser d'obéir, mais est-ce que nous comprenons bien ce que ça veut dire, cesser d'obéir? Selon la Boétie, nous comprenons mal ce que signifie ne pas obéir. Parce que nous sommes tellement accoutumés à notre servitude que nous imaginons que pour être plus libres que nous ne le sommes, nous devrions nous battre. Nous imaginons que la liberté s'obtient par des actes. Or, cesser d'obéir, ce n'est pas agir, c'est au contraire cesser d'agir. Désobéir, ce n'est pas faire quelque chose, c'est cesser de faire quelque chose. Or, remarquez comme notre imaginaire est façonné par l'idée d'une liberté conquise par la lutte. Remarquez comme la liberté est associée dans notre esprit à des images de violence et à des scènes d'insurrection. Constatez à quel point les éléments de langage utilisés par les prétendus défenseurs de l'émancipation sont systématiquement reliés à une mythologie du combat. Lutter pour ses droits, combattre les injustices, résister à l'oppression. Mais ce que dit la Boétie, c'est que la liberté, on ne l'obtient pas par des actes. On ne se débarrasse pas d'un fardeau en le combattant. On s'en débarrasse en le lâchant. Être libre, ce n'est pas vociférer à l'oreille des dirigeants. Ce n'est pas les menacer de mettre le feu aux poubelles. Parce que de toute façon, les poubelles, c'est nous qui allons les payer. Être libre, c'est désobéir. Être libre, c'est cesser d'agir conformément à la volonté du pouvoir. Et c'est ça qui fait dire à la Boétie que dès lors qu'on cesse d'obéir au pouvoir, sans violence, sans agressivité, juste cesser d'agir selon sa volonté, alors le pouvoir est nu. Le pouvoir est démuni. Parce que le pouvoir a besoin de notre participation active. Et parce que combattre le pouvoir, c'est encore le nourrir. C'est le légitimer comme pouvoir. C'est le valider comme pouvoir. Combattre le pouvoir, c'est se placer dans la situation de l'opprimé qui réclame au pouvoir les miettes de sa liberté. Le pouvoir ne peut opprimer que des opprimés consentants. Le pouvoir ne peut avoir comme esclaves que des esclaves volontaires. Mais dès lors qu'il n'y a plus d'opprimés, il n'y a plus d'oppresseurs. Et ce n'est pas en faisant disparaître les oppresseurs qu'on cesse d'être opprimé. C'est en cessant de se conduire en opprimé qu'on fera disparaître les oppresseurs. Et c'est ce raisonnement qui conduit la Boétie à écrire cette célèbre phrase qui résume tout : « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. »
La théorie de l'émancipation de la Boétie tient en un raisonnement simple. Un raisonnement qui annonce près de 3 siècles en avance ce que Hegel appellera la dialectique du maître et de l'esclave, et qui consiste à mettre en lumière le fait que l'oppresseur est davantage dépendant de l'opprimé que l'opprimé ne l'est de l'oppresseur. En d'autres termes, le pouvoir a davantage besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. Et c'est ce qui fait que, paradoxalement, le recouvrement de notre liberté ne passe pas par l'action révolutionnaire, mais par le retrait de l'action servile. Alors bien sûr, la Boétie ne cache pas son admiration pour les héros guerriers de l'Antiquité qui étaient prêts au sacrifice pour défendre leur liberté. La Boétie partage avec Rousseau ce goût de la vertu antique qui passe parfois par l'usage des armes, et il serait contrefactuel de dire que dans l'histoire, la conquête de la liberté n'a jamais emprunté la voie de la révolte ou du combat révolutionnaire. Mais le fait est que cette lecture des rapports de domination, avec d'un côté les oppresseurs et de l'autre les opprimés, a tendance à nous faire oublier cette dialectique de l'interdépendance oppresseur-opprimé qui nous invite à désessentialiser notre état de servitude, à ne plus le considérer comme une fatalité héritée à la naissance, mais comme un mode d'être que l'on peut accepter ou refuser. Et parce qu'une bonne citation vaut mieux qu'une longue explication, je vais vous lire un passage du discours de la servitude volontaire dans lequel la Boétie exprime parfaitement ce rapport d'interdépendance de l'oppresseur et de l'opprimé. Je cite : « Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi ? Si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait, et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang, et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante. Certes, comme le feu d'une petite étincelle grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter, de même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent. Plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d'autant, deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien. De même que la branche, n'ayant plus de suc ni d'aliment à sa racine, devient sèche et morte. Ce que prône la Boétie, c'est la réappropriation par le peuple de la force. Non pas de la force comme violence, non pas de la force comme agressivité, de la force comme résolution, de la force comme fermeté de l'âme, de la force comme capacité à simplement dire non. Pas à s'énerver, pas à crier ou à gesticuler dans tous les sens, juste dire non. Quand la Boétie réintroduit la notion de force dans son discours, il ne fait en réalité que réintroduire la pièce maîtresse des rapports de domination politique. Et si cette idée dérange nos esprits, c'est parce qu'elle est un coup de réalisme dans le visage de l'idéalisme. Rappelez-vous, dans l'épisode sur le pragmatisme de William James, on avait parlé de cette tendance naturelle à admirer l'idéal, à admirer l'abstraction. L'idéalisme, c'est notre désir de nous réfugier dans la perfection de l'idéal et de fuir la réalité
parce qu'elle ne nous semble pas digne d'admiration. Au réalisme des rapports de force, nous préférons l'élégance de la formule sur tableau noir. Sauf que la réalité n'est pas un tableau noir. Le problème du peuple qui se plaint de sa servitude, c'est son absence de réalisme. C'est son absence de pragmatisme. C'est cet idéalisme qui conduit à croire qu'il suffirait d'informer les dirigeants qu'ils asservissent le peuple pour qu'aussitôt ils cessent de l'asservir. Ou qu'il faudrait théoriser un modèle politique juste et vertueux pour qu'aussitôt les dirigeants se mettent à l'appliquer. Mais enfin, vous pouvez dessiner le plus beau modèle politique sur un tableau noir. Tant que vous n'avez pas le pouvoir, votre modèle politique, ce n'est qu'un dessin. Se demander ce que serait le système politique idéal, alors même que le pouvoir d'imposer ce modèle est égal à 0, ça n'a aucun intérêt. Parce que votre système politique idéal, le pouvoir s'en fiche complètement. Et passer des heures à théoriser la société idéale, c'est comme passer des heures à réécrire le dernier Star Wars. Votre film sera peut-être le meilleur film qui ait jamais été écrit, mais il ne sera jamais rien d'autre qu'un fichier Word sur votre disque dur. Il ne sera jamais réalisé. La Boétie n'a que 16 ans lorsqu'il écrit son discours de la servitude volontaire, et pourtant, peut-être parce qu'il a lu les Anciens et Machiavel, il ne se fait aucune illusion sur la réalité du pouvoir politique. Car par définition, le but du pouvoir, c'est de soumettre. La soumission n'est pas un accident du pouvoir. La soumission n'est pas un effet malencontreux d'une dérive autoritaire. C'est l'essence même du pouvoir. Et croire que le pouvoir pourrait déroger à ce principe, croire que le pouvoir pourrait vouloir notre liberté et notre émancipation, relève du pur fantasme. La seule chose que peut éventuellement faire le pouvoir, c'est faire en sorte de diminuer la sensation de sa pression sur notre liberté. C'est mettre les formes. C'est enrober le réalisme de la servitude par le formalisme du sentiment de liberté. Et c'est amusant de voir comme nous nous montrons parfois très méfiants à l'égard des gens qui partagent notre condition, et en même temps très confiants à l'égard de ceux dont le métier est de nous asservir. Ceux, comme l'écrit la Boétie, qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Le tyran n'est pas quelqu'un qui ignore qu'il est un tyran. Le pouvoir n'ignore pas qu'il est le pouvoir. Il est conscient de lui-même. Et il n'attend pas qu'on lui signifie qu'il est le pouvoir pour renoncer à l'être. Le pouvoir, c'est une bataille de force, pas de concept. Et un concept n'a d'efficience que pour autant qu'il est soutenu par une puissance d'incarnation. De la même façon que la vérité existe indépendamment de nous, mais que, si nous voulons la voir triompher, si nous voulons qu'elle devienne une force d'influence matérielle, c'est à nous de l'incarner. C'est à nous de la faire advenir. Je terminerai cet audio en vous lisant un dernier extrait du discours de la servitude volontaire, un extrait qui, je pense, résume mieux que je n'aurais su le faire la vision de la Boétie. Je cite : « Pauvres gens misérables, peuples insensés, nation opiniâtre à votre mal et aveugle à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons, des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire
si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même. Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste. Vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries. Vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir.